Ok, bon, c'est parti pour dans la joie et la mauvaise humeur pour cette partie 2 du cours sur le caractère universellement partagé, ce matériel génétique qui est constitué d'ADN ou plus rarement d'ARN. Donc, vous verrez, c'est un cours assez court, super répétition, où en fait on va surtout préparer des notions qui vous serviront dans les classes supérieures, les classes à venir, et notamment en troisième pour le brevet. Donc il faut bien suivre cette affaire. Donc on va s'intéresser aux chromosomes et aux parties des chromosomes qu'on appelle les gènes et qui sont vraiment à l'origine des caractères héréditaires qu'on avait étudiés précédemment. Donc on sait déjà que les êtres humains, par exemple, ils ont 46 chromosomes, 23 paires. Hein. On se souvient un petit peu qu'on les visualise avec un karyotype. Ce nombre de chromosomes, je vous ai dit, peut nous apprendre plein de choses. Comment dire, il est spécifique d'une espèce donnée. On peut connaître le sexe avec, on peut voir certaines maladies, etc., etc. Donc les humains, partons d'eux, ils ont 46 chromosomes, mais des milliers de caractères observables, comme l'anatomie par exemple, la forme du corps et du visage. Rappelez-vous, on avait montré une famille d'acteurs, les Douglas, et qui avaient cette forme du visage bien reconnaissable, puisque c'était un caractère héréditaire. Donc on peut se poser le problème suivant, comment ça se fait que seulement 46 chromosomes peuvent expliquer ou porter des milliers d'informations génétiques? Donc une hypothèse simple, consiste à dire que la détermination ou la formation d'un caractère, elle n'utilise pas un chromosome tout entier, sans quoi on aurait, je ne sais pas, seulement 46 caractères observables, alors c'est bien plus compliqué que ça. Donc elle devrait utiliser une partie d'un chromosome et non sa totalité. Donc on peut étudier quelques documents pour mieux comprendre comment ces parties de chromosomes agissent et des exemples pour nous faire sentir un peu leur action, de les faire comprendre. Donc là, je vous ai mis un document assez complexe où il vous expliquait qu'on a des techniques modernes qui permettent de colorer des régions. Donc, ça rappelle la molécule d'ADN en forme de double hélice que vous avez vu dans l'introduction et qu'on retrouvera un peu partout en SVT tellement qu'elle est importante. Donc, on peut colorer certaines parties qui sont associées à des caractères particuliers. Donc, ici, on a coloré, grâce à une technique complexe, une région d'un chromosome qui s'appelle la région SRY, qui est normalement sur le chromosome Y, d'où le Y à la fin. Et on sait déjà identifier des chromosomes, rappelez-vous, par leur taille, sur un karyotype, le 1 sera le plus grand, et ensuite, plus le numéro est grand, plus le chromosome est petit, et on met les chromosomes XY à part. Donc là, on a repéré chez différentes personnes la présence d'une région du chromosome Y qui s'appelle SRY. Donc chez quelqu'un, voilà le chromosome X et le chromosome Y, donc là chez un homme, la région SRY se trouve là. Mais il se trouve que parfois, vous avez des personnes qui ont bizarrement pas un karyotype, disons, qui est en accord avec leur sexe. C'est très 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 rare, mais parfois vous avez des personnes qui sont d'apparence des hommes, et qui ont, quand on regarde sur le karyotype, XX, 46 chromosomes dont XX, et des femmes qui ont 46 chromosomes XY. Alors ça s'explique par de temps en temps, il y a des accidents qui touchent l'ADN et qui font que quand on fabrique les gamètes, ce qu'on appelle la méiose, vous avez des bouts de chromosomes qui peuvent se couper et se coller et aller sur d'autres chromosomes. Et là, ici, on va voir que le petit bout, la petite région qui s'appelle SRY, eh bien, dans des très rares cas, elle s'est déplacée d'un chromosome, le Y, vers le X. Donc, qu'est-ce que ça donne, ça? Ça fait que on a de temps en temps des personnes, très très rarement, qui peuvent être XX, mais ils auront la région SRY. Donc ils seront des hommes, mais avec un karyotype qui montre deux chromosomes X. Et de même, on pourra avoir aussi très très rarement des femmes qui ont une apparence très féminine, ok, mais quand on regarde leur karyotype, elles sont X et Y. Et en fait, leur chromosome Y, ils n'ont pas
la petite partie qu'on a justement vue comme importante ou liée au sexe masculin, qui est la région SRY. Donc ça nous permet de faire un premier bilan et un retour sur notre hypothèse. Bah, on pensait que les chromosomes déterminaient le sexe masculin. Ah oui, c'est un peu ça. Un chromosome, presque un caractère, et ça, on avait dit, bon, bah, ça pose problème. Mais de base, quand on a décrit les karyotypes la dernière fois, on avait dit, bah oui, mais en regardant le karyotype, je peux savoir le sexe. De même, on a parfois des déterminations un peu différentes. Je vous avais dit, il existe des chromosomes ZW. Même avec ça, normalement, vous devez pouvoir voir le sexe d'un individu, ou le prédire. Et en fait, c'est plutôt une petite région du chromosome Y qui est importante pour donner le sexe mâle, le sexe masculin, et qui s'appelle SRY, ou plutôt le gène SRY. Donc, on fait un petit retour sur notre hypothèse. Et oui, ce sont plutôt des parties des chromosomes qui déterminent les caractères observables. Et ces parties importantes pour expliquer les caractères observables, on appelle ça des gènes. Alors, très important, la définition d'un gène, que j'ai remis aussi en conclusion. Un gène, c'est une portion, une partie, si vous préférez, de la molécule d'ADN, donc ce qui fait les chromosomes, et qui est à l'origine d'un caractère donné. On définit aussi un gène par sa position, on parle de locus. Locus, c'est comme dans location en anglais, localisation en français, vous avez l'idée de lieu. Donc sur un chromosome, et on rappelle aussi le nombre du chromosome. Alors là, je vous ai mis des petites remarques à ne pas connaître par cœur, mais il faut bien que vous compreniez dès maintenant que à l'international, les médecins, les chercheurs en biologie, ils ont pris l'habitude parfois soit de donner un nom particulier à un gène, un sigle, mais aussi ils l'appellent par sa position. Où est-ce que je peux le trouver dans les 46 chromosomes d'un être humain, par exemple, si c'est un gène d'un être humain. Donc, il faut bien savoir qu'un chromosome est constitué de deux bras. Le petit, donc P, retenez bien, associé P petit, correspond, c'est le bras court. Q, c'est le bras long. Et dans un karyotype, on va toujours essayer de placer le bras court au-dessus et le bras Q en dessous. Et il faut savoir parfois, alors ça, bon, on l'avait peut-être déjà vu en regardant les karyotypes à la fois, parfois comment dire, le bras court, il peut être vraiment presque de même taille que le bras long. Donc c'est pour ça que cette information sur la position est importante. Mais la plupart du temps, il est beaucoup plus petit, d'où son nom. Aussi, autre information, et ça, mieux vaut le savoir maintenant, la région centrale d'un chromosome, c'est le centromère, et les extrémités, on appelle ça télomère. Alors rappelez-vous, mère, c'est un radical qu'on a déjà utilisé en sciences. On avait dit, bah voilà, un polymère, poly c'est plusieurs, mère c'est la partie en grec, un polymère c'est une molécule qui a plein de fois une partie qui se répète. Par exemple, on avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les végétaux, la cellulose, c'est un polymère de glucose. C'est plein de fois le glucose qui est répété. L'amidon aussi. L'ADN, c'est un polymère de 4 molécules, les nucléotides notés ATGC. Et là, en fait, on retrouve l'idée de mère, donc partie, centraux, partie centrale, télomère. Télo, ça veut dire loin, comme dans téléphone. Donc phone, c'est un peu la parole, mais la parole qui vient de loin. Télévision, c'est la vision qui vient de loin. Télomère, c'est les parties lointaines, donc les extrémités. Il faut savoir que les bras des chromosomes, vous verrez souvent comme ça, portent des bandes qu'on numérote, et ça permet, cette numérotation, de donner la position des gènes. Et plus on s'éloigne du centromère, plus les numéros sont élevés. Un petit exemple en direct, vous avez ici donc un schéma où vous voyez bien donc le centromère, le bras court, le bras P, le bras Q et les télomères, un en haut, un en bas. Et vous avez des chiffres avec des sous-bandes. Et plus on s'éloigne, vous avez vu, du centromère, du centre, plus les bandes sont élevées. Et ça va nous permettre en fait de cartographier les gènes, de dire où ils sont pour mieux se repérer dans justement cette complexité des molécules d'ADN et des chromosomes. Donc par exemple, le gène SRY, il a aussi comme nom ou comme locus, position si vous préférez. Donc d'abord on dit le chromosome, alors soit c'est le numéro, mais ici c'est Y, donc il n'a pas vraiment de numéro. Le bras court, donc P ici, là vous avez le centromère, là le bras court, là on aurait le télomère
du bras court, et sa position c'est 11,31. Voilà, ça nous dit à peu près où il est. Comme ça, quand on fait de l'étude du fonctionnement du corps humain en utilisant l'ADN, ce qui est le cas pour beaucoup d'espèces, hein, on étudie les plantes, les virus, les bactéries, en étudiant leur ADN ou ARN pour certains virus, on peut savoir quelle partie fait quoi. Donc là, on a une première localisation, je vous en ai donné une autre, regardez ici. Vous avez un gène qui s'appelle CFTR, alors bon, c'est un sigle complexe, hein, et qui a pour locus, donc position, chromosome 7. Donc déjà, on vous le rappelle là, on met toujours d'abord le chromosome. Le bras, cette fois-ci, c'est le bras long, Q, et la position, c'est 31,2, donc il est coloré ici en rouge. Ce gène, il est assez important parce qu'il fabrique comment dire, il est à l'origine d'un caractère, mais alors là, un caractère au niveau moléculaire, donc pas visible à l'œil nu. C'est une protéine qui forme un canal sur la membrane plasmique, donc il laisse passer ou pas des molécules. Et parfois, quand il a un problème, ce gène et la protéine en question, bah, on a une maladie génétique qui est assez malheureusement célèbre, c'est la mucoviscidose. Vous vous renseignerez, mais vous en entendrez beaucoup parler en SVT. Donc avec beaucoup de travail, et ça s'est fait, disons, à la fin des années 90, début 2000, mais ça se continue pour améliorer notre connaissance des gènes, on a fait une cartographie de l'ensemble du matériel génétique des êtres humains, ce qu'on appelle le génome. Et là, donc, bon là c'est une cartographie simplifiée parce qu'en fait il y a des dizaines de milliers de gènes où on voit voilà la position de quelques gènes sur quelques chromosomes. Hein, ils ne sont pas tous là, il existe des cartographies complètes de chromosomes. Je vous assure que c'est la folie, il y a trop d'informations, donc là c'est extrêmement simplifié. Donc conclusion de ce petit cours, on sait déjà que l'information génétique est portée par les chromosomes. Ce qu'on ajoute, c'est l'idée que sur ces chromosomes, il y a des gènes. Hein. Ce n'est pas tout dans le chromosome qui est important pour produire des caractères héréditaires. Donc un gène, c'est une portion d'un chromosome constitué d'ADN, donc cette fameuse molécule, rappelez-vous la forme hein, en double hélice, hein, deux hélices qui se relient, qui montent, une forme qu'on retrouve partout dans les films, à la télé, bon, bref, même des monuments hein, que j'ai montré au début. Un gène, donc c'est une portion d'un chromosome constitué d'ADN qui est à l'origine des caractères ou phénotypes que l'on peut étudier. Si on peut associer un gène à un caractère, c'est très souvent le cas, il faut bien comprendre que la plupart des caractères observables, et notamment des caractères complexes, comme l'anatomie, la taille, le fonctionnement d'un organe, les capacités intellectuelles, la mémoire, l'intelligence, et même certains caractéristiques psychologiques, hein, on a vu ça avec des vrais jumeaux séparés à la naissance, sont le produit de plusieurs gènes. Hein. Il y a souvent un gène égale un caractère, mais il y a aussi parfois des caractères, ils sont tellement complexes qu'il faut plusieurs gènes pour les faire apparaître. Aussi important que je veux vous reteniez, parce que c'est un nom que vous allez souvent entendre, on appelle génome l'ensemble des gènes et du matériel génétique présent dans un organisme. Donc on peut le décrire par le nombre de nucléotides. Je vous ai mis dans le diaporama une comparaison du nombre de nucléotides de différentes espèces. Donc c'est un petit peu comme quand vous parlez d'un ordinateur, d'un téléphone, une console, vous pouvez dire voilà, elle a tant de gigaoctets, tant de téraoctets de mémoire. Bah, si l'ADN est un peu une mémoire pour le vivant, mais plus que ça, il y a aussi des instructions, des informations dedans, on peut comparer la taille comme ça et aussi dire le nombre de gènes. Alors cette étude des génomes, elle s'est révélée extrêmement importante parce qu'elle nous a permis de faire comprendre beaucoup de choses sur les êtres vivants, comment ils fonctionnent, certaines maladies, comment on pourrait les améliorer, les protéger, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été comprises en étudiant ça et on n'est qu'au début vraiment de bien comprendre le fonctionnement de ces gènes, de ce génome et de cette molécule d'ADN. Alors, au début, j'exagère peut-être, mais quand on regarde l'histoire, le prix Nobel que je vous ai mis au début, qui n'est pas lié à la découverte de l'ADN, mais à sa forme et un peu son fonctionnement, donc sa forme en double hélice, c'est 1953. Et c'est vrai que comment dire, les premières fois, on a compris tout un génome d'une espèce, hein, des petites espèces, ou même de l'être humain qui est encore en train d'être compris un peu mieux chaque jour. Hein, vraiment, ça serait les années 90-2000, hein, donc tout ça, c'est encore récent. Donc,
On a étudié plein de génomes et on peut comparer, bah, moi je vous ai mis dans le diaporama aussi des nombres de gènes et de nucléotides, bah, le nombre de gènes de différentes espèces. Donc là j'ai mis cette saleté là, le coronavirus, hein, bon, bah, histoire de rester un peu malheureusement dans l'actualité, mais avec un triste exemple. Donc lui il a environ 15 gènes, il a été séquencé de nombreuses fois. De toute façon les virus c'est généralement une dizaine, vingtaine de gènes, pas plus, et ils ont des gènes un peu particuliers. Les bactéries, bah, ça va être des milliers de gènes, hein. Escherichia coli, c'est une bactérie qu'on trouve dans l'intestin de beaucoup d'organismes. Vous avez vu une petite mouche, la drosophile, c'est 14 000 gènes, hein, un petit ver, 19 000 gènes, l'être humain, c'est 23 000 gènes. Ah, bizarre, le vin, la vigne, c'est 30 000 gènes. Donc, important à retenir. Il existe une corrélation. Une corrélation, c'est quand deux choses évoluent en même temps. Par exemple, le poids et la taille, techniquement, c'est assez corrélé. Plus vous êtes grand et plus votre poids il est important, mais il y a des contre-exemples. Donc il y a bien une relation générale entre nombre de gènes, ou même nombre de nucléotides, là, les fameuses lettres ATGC qui sont en fait des molécules, et la complexité d'un organisme. Normalement, plus il y a, plus il y a de gènes, plus l'organisme est complexe. Bah, une mouche, c'est plus complexe qu'une bactérie, qui est plus complexe qu'un virus. Et un petit ver et un être humain sont plus complexes que ces trois-là. Mais comme toujours en biologie, il faut bien comprendre qu'il y a la règle générale et des exceptions. Et il y a bien sûr des créatures, ma foi, assez simples, qui ont énormément de gènes, énormément de nucléotides pour des raisons. Si ça vous intéresse, vous tapez paradoxe de la valeur C sur Internet. Il y a des explications à ça, mais c'est pas pour autant que la règle générale est fausse. Alors, plus important, c'est de s'ouvrir sur ceux dont va vous parler Monsieur Bocchio l'an prochain, ou si vous êtes dans un autre établissement, bah, d'autres professeurs. Vous découvrirez que les gènes et le nombre de gènes peuvent changer, que ce soit bah, d'une génération à l'autre, mais surtout dans l'histoire de la vie. Et on appelle ces changements qui affectent l'ADN, le matériel génétique, des mutations. Ça, vous allez beaucoup en entendre parler. Les mutations, bah, elles peuvent expliquer de nouveaux caractères. Donc elles ont un rôle essentiel pour expliquer l'évolution, l'apparition de nouvelles espèces, l'apparition de nouvelles formes de vie dans l'histoire de la Terre, mais elles nous permettent aussi de comprendre beaucoup de maladies génétiques et elles nous permettent de comprendre bah, certains de nos ennemis comme lui là et de mieux les combattre. À très bientôt.